Sud Radio dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Midi 10 sur Sud Radio, nous recevons aujourd'hui Éric Coquerel. Vous le connaissez bien, il est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et il est l'auteur de cet ouvrage « Lâchez-nous la dette ». Et c'est aux éditions de l'Atelier. Bonjour Monsieur Coquerel. Bonjour. Bonjour Éric Coquerel, c'est un record absolu en France depuis le début de l'épidémie. 90 000 nouveaux cas de Covid enregistrés ces dernières 24 heures. Nous ne connaissons pas vraiment sa dangerosité. Mais ce qui est certain, c'est que ce variant Omicron se propage extrêmement vite dans ce contexte. Même si Noël est relativement épargné, le gouvernement pourrait annoncer dès lundi de nouvelles restrictions, notamment pour le réveillon du Nouvel An. Quelle est votre position? Est-ce qu'il faut prendre de nouvelles mesures rapidement face à ces chiffres de contamination, les pires enregistrés depuis maintenant 2 ans? Il aurait fallu en prendre bien avant. Oui. Voilà, parce qu'on savait que ça arrivait. C'est trop tard. Bon, je ne sais pas si c'est trop tard, mais déjà constatons une chose, c'est que faute de prendre des mesures de prévention avant tout, on y viendra peut-être dans les propositions que nous faisions France Insoumise depuis 2 ans, le gouvernement prend des mesures toujours plus liberticides, de restriction de liberté. Bon, en préambule, je voudrais juste rappeler que liberté, c'est quelque chose de théoriquement inconditionnel. Contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, la République, elle ne se définit pas d'abord par des devoirs, mais par des droits. Les droits du citoyen qui sont inaliénables. Donc les libertés, se priver de liberté doit être des exceptions et non pas la règle. Et ils sont en train, au nom du virus, d'en faire la règle. Moi, ça me pose un vrai problème vis-à-vis de l'état de droit, surtout qu'en plus, d'un point de vue sanitaire, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est absolument pas sûr de l'efficacité de ces mesures. Alors justement, le gouvernement présentera donc lundi en Conseil des ministres son projet de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Il assume d'accentuer encore la pression qui pèse sur les non-vaccinés, pression coercitive. Vous allez voter contre ce texte? Oui, on va voter contre. Justement, je vous le dis, au nom de l'état de droit. Voilà, l'état de droit, c'est pas la concentration des pouvoirs toujours plus grande aux mains d'un conseil de défense et aux mains en réalité d'Emmanuel Macron qui prend toutes les décisions depuis maintenant 2 ans avec un Parlement qui est devenu une chambre d'enregistrement. C'est pas non plus le fait justement de prendre des mesures de privation de liberté. Enfin, rendez-vous compte qu'on en est à une situation où vous avez votre QR code, le gouvernement peut décider ou non de le modifier, d'en transformer le contenu, de le désactiver, et ça vous donne, oui ou non, le droit d'avoir affaire à certaines activités sociales. Enfin, et le pire de ça, c'est que je pense qu'il compte que les gens s'habituent à ce genre de mesures, qui est la plus grande restriction de liberté qu'on a connue depuis longtemps. Et pourquoi faire? Est-ce que, par exemple, on pourrait se passer de ça? Moi, je vais vous donner un exemple. Est-ce que quelqu'un qui a un autotest, qui veut faire une activité sociale, l'autotest est négatif, est-ce qu'il présente moins de danger que quelqu'un qui aurait un pass vaccinal dont on sait, avec l'Omicron, qu'en plus, vaccin ne veut pas dire pas de transmission. Et malheureusement, de manière encore avec moins de certitude. Non. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de proportionnalité dans ce qu'on nous impose par rapport à la précaution sanitaire. Tout ça est un peu n'importe quoi. Et je viens de regarder, là, j'étais en train de... Vous avez vu, je pianotais sur mon téléphone. Je remarque une chose, c'est qu'au prétexte du virus, M. Véran prétend donc nous priver de nos libertés. Par contre, pas de travailler. Parce que là, on vient de décider que quand vous serez cas contact, eh bien, vous pourriez quand même aller travailler, notamment les soignants, qu'on a suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et il est même dit qu'on va peut-être raccourcir la période d'isolement pour permettre d'aller travailler. Donc, manifestement, pour les travailler, il n'y a pas de problème. Alors, vous nous dites recul de l'état de droit. Est-ce que c'est une stratégie du gouvernement, réellement, consciemment, il décide de faire reculer notre état de droit, ou est-ce que c'est tout simplement les seules mesures qu'il trouve à prendre face à cette crise sanitaire? Alors, moi je pense que c'est un gouvernement qui depuis maintenant 5 ans est toujours plus autoritaire. C'est-à-dire que quand il a des mouvements sociaux, des mobilisations sociales, vous remarquerez qu'il agit toujours avec plus parfois de violence, parfois d'autoritarisme, etc. Il y a eu des lois sécurité globale qui sont passées à l'Assemblée. Donc déjà, il est habitué à ça. Et là, vis-à-vis de la crise, faute de prendre justement les mesures d'anticipation, d'organisation nécessaires, eh bien, il connaît qu'une touche. Alors, je dis pas que c'est forcément quelque chose de planifié, c'est pas forcément quelque chose fait pour restreindre nos libertés. Mais ce que je constate, c'est que ça leur pose pas de problème de le faire. Voilà. Et que, malgré l'opposition, par exemple, de toutes les oppositions, encore récemment, à l'Assemblée nationale par rapport au pass sanitaire, sur une prolongation sur 1 an du pass sanitaire, eh ben, il va toujours plus loin. Et encore une fois,
outre le fait que ça pose problème à l'état de droit, ce qui n'est pas anodin, j'aimerais que vos auditeurs se rendent compte qu'on est en train de nous habituer à quelque chose qui n'est pas anodin, qui est un véritable problème. Eh bien, à côté de ça, en plus de ça, on n'a aucune certitude que d'un point de vue sanitaire, ça soit la caractéristique la plus efficace. Oui. Pour une bonne raison. Je vous la donne tout de suite. On nous dit, par exemple, aujourd'hui, il faut vacciner jusqu'aux enfants, alors que les enfants ne risquent rien, quasiment rien, pour protéger. 145 cas graves, oui, c'est le chiffre qui a été sorti ces derniers jours. Toute maladie peut, à un moment donné, générer des cas graves. Oui. Pour les enfants, le rapport entre la vaccination et les cas graves, c'est quelque chose qui est vraiment discutable. Mais on va le faire pour protéger les adultes. Donc on va protéger toutes nos populations, y compris les tranches d'âge qui ne craignent pas grand-chose. Et pendant ce temps-là, dans les pays du Sud, on n'est même pas vacciné à 10%. Chacun comprendra que la survaccination d'un côté, il y a des vases communicants qui fait qu'on vaccine moins de l'autre. Et tant qu'on n'aura pas, j'allais dire, cette équité, non seulement c'est un problème vis-à-vis des pays du Sud, des habitants des pays du Sud, mais c'est aussi un problème parce que les variants vont remonter. Donc tout ça n'a pas d'efficacité. Et d'ailleurs, si je vous dis ça, c'est pas juste en tant que député de France Insoumise. Le directeur général de l'OMS a dit hier que les pays développés ne pouvaient pas penser que les rappels vont nous protéger du virus. Et parce que justement, il pose ce problème entre la différence entre la survaccination dans les pays du Nord et puis d'un autre côté, le fait qu'on sous-vaccine dans les pays du Sud. Donc c'est pour ça que première mesure, il faudrait lever les brevets. Il faudrait lever les brevets des vaccins de façon à ce que tout le monde ait accès à ce vaccin. Alors pour revenir à la question de l'état de droit, vous nous dites recul, mais c'est quelque chose qu'on observe finalement partout en Europe. Par exemple, ce projet de passe vaccinal qui est très critiqué en France, il est déjà en place dans certains pays européens, une dizaine je crois. Le dernier en date c'est la Suède. On a une sorte de mixte en Allemagne entre passe sanitaire et passe vaccinal. C'est un mouvement de recul qu'on observe partout en Europe. Oui, c'est quoi l'ensemble des gouvernements européens en Europe, on assiste à des politiques libérales, des politiques d'austérité depuis des années, qui malheureusement est une espèce de contagion, qui est d'ailleurs largement voulue par les traités européens. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Donc de la même manière, moi je pense que les politiques qui sont mises en place en Europe, c'est pas parce que ailleurs on utilise un pass vaccinal qu'on a forcément raison vis-à-vis de ce vaccin. Je crois que on est parti dans une situation qui va durer vraisemblablement, peut-être malheureusement, plusieurs années, d'accord, avec des variants qui vont remonter. Au nom de ça, on ne peut pas transformer nos états de droit au nom de ça. On ne peut pas imaginer qu'on va continuer comme ça à discriminer les gens en fonction en plus d'un vaccin qui du coup va devenir obligatoire tous les 3-4 mois. Enfin, chacun se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est problématique. Bon, donc nous on redit ce qu'il faudrait faire. On pense qu'il faudrait faire en sorte que les tests et les masques, tout de suite les tests soient gratuits. Le principal problème, c'est d'abord de repérer la maladie pour pouvoir s'isoler, de faire en sorte de mettre des purificateurs d'air, des capteurs dans tous les lieux publics, de faire en sorte de mettre le paquet sur l'hôpital public, parce que le gros problème, c'est que l'hôpital, on a toujours peur qu'il soit submergé et on a continué à fermer des lits. Et puis, j'allais dire d'avoir effectivement une politique de brevet libre des vaccins et d'organisation de la société en roulement de façon à ce qu'on ne soit pas toujours dans les mêmes lieux ensemble. Voilà, ça c'est ce que nous mettons sur la table et franchement, je pense que ça sera largement aussi efficace que les privations de liberté que nous propose le gouvernement. Alors sur la question de l'hôpital, cette spirale infernale de fermeture de lits, comment on en sort? C'est pas uniquement des choix politiques là sur cette question, c'est aussi une crise de vocation des soignants. Il faut les former. Oui, mais d'où elle vient la crise de vocation? Ça fait des années qu'on sous-paye les soignants dans ce pays, d'accord, qu'on fait en sorte que leurs conditions matérielles de travail soient toujours plus dures. Parce que, figurez-vous, quand vous êtes mal payé, mais qu'en plus, vous êtes obligé à un moment donné de demander à des malades de raccourcir leur temps à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de lits, ou que vous êtes obligé, comme ça a été fait au moment de la crise, le premier confinement, de transformer des services de pédiatrie pour jeunes enfants en services de soins palliatifs pour des personnes âgées, tout ça fait que mal payé, mal rémunéré, enfin mal payé, avec un nombre d'heures de plus en plus impressionnantes et dans des conditions matérielles qui sont de plus en plus dures, où vous ne pouvez pas vous occuper de vos malades, au bout d'un moment, les gens arrêtent. Et là-dessus, le gouvernement nous dit on a fait le Ségur de la santé, 19 milliards d'euros. C'est une blague. Oui, d'accord. Alors, ils ont fait quelques primes qu'ils ont mis. Les revenus des soignants restent quand même en dessous de la moyenne de l'OCDE, mais pendant le même temps, ça les Français le savent moins, tous les projets de loi de finances de sécurité sociale ont été
ont été baissés structurellement. Ça veut dire qu'on continue à fermer des lits. L'an dernier, on a encore fermé 5900 lits à l'hôpital, en pleine crise épidémique. Donc c'est une politique qui continue à avoir la même gageure. D'ailleurs, j'ai entendu le chef de l'État, lors de son allocution télévisée, expliquer qu'il allait falloir continuer à réorganiser l'hôpital. Alors réorganiser l'hôpital pour les libéraux, je vous dis ce que ça veut dire. On continue à appliquer des politiques d'austérité. Voilà ce qu'ils nous promettent. Donc on n'est pas du tout au niveau qu'il faudrait mettre en place pour redonner à la France, j'allais dire, le service de santé qu'elle mérite et qui faisait, il y a une quinzaine d'années, l'envie de tous les pays du monde. Et il faut plus d'argent. Je crois que c'est déjà un des pays qui dépense le plus, la France, au niveau de l'OCDE pour son système de santé. Il faut aller encore plus loin. Alors, oui, enfin, d'abord, c'est malheureusement plus tout à fait le cas. Les moyennes dont vous parlez, c'était le cas il y a une quinzaine d'années. Oui, c'est pas le cas par habitant, mais c'est le cas. C'est pas le cas par habitant. D'un point de vue global. Bon, et oui, enfin, moi, je préfère qu'on soit un pays. Je sais pas si vous vous rappelez le documentaire de Michael Moore il y a quelques années sur la sécurité sociale, il y a 15 ans. Sur le système de santé, qui me montrait le système de santé français en exemple pour le monde entier. Je préfère qu'on soit cet exemple plutôt qu'aujourd'hui avoir envoyé des soignants au front comme pense encore le faire Monsieur Véran là, puisqu'il explique ce matin qu'il va falloir que les soignants cas contact aillent soigner les malades pendant qu'on va suspendre ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors cherchez la logique. Alors là, responsabilité de cette situation à l'hôpital, elle est politique? Est-ce qu'elle est aussi administrative? On parle beaucoup de super techno-structures. Là aussi, il faut s'attaquer à ce problème-là. Elle n'est que politique. Elle n'est que politique. Parce que à partir du moment où vous imposez des mesures qui sont des mesures de rigueur, d'austérité, de management, comme ils disent, à l'hôpital, vous augmentez la technocratie, inévitablement. Vous augmentez la proportion de la technocratie par rapport aux soignants. Voilà, parce que vous allez chercher d'abord à faire des économies. Donc elle est d'abord politique. Le tournant, c'est les années 90. Vous savez, avant les années 90, il y avait le budget de la sécurité sociale ne passait pas à l'Assemblée nationale. Et à partir des années 90, il est passé avec ce qu'on appelait l'ONDAM. Et à partir de là, on a changé de logique. Avant, la logique, c'était on regardait les besoins en matière de santé et on cherchait les recettes. Bon. Et là, ils ont eu une nouvelle logique. Ils ont défini des recettes. Et puis à partir de là, on a adapté les besoins. Voilà, c'est exactement. Il faut casser ce système qui fait qu'aujourd'hui, on a un hôpital dans la situation qu'on connaît. Alors on a beaucoup entendu les députés et d'ailleurs tous les élus insoumis défendre cette idée de société de roulement ces dernières semaines. C'est toujours quelque chose que vous défendez? Ah bah plus que jamais. Et je pense que chaque mois perdu à ne pas l'organiser est quelque chose que nous payons tous. Mais pour des raisons que chacun va comprendre. Moi, je prends le métro comme tout le monde, d'accord ? Je prends par exemple la ligne 13 tous les jours, qui est une ligne très chargée qui va de ma circonscription de Seine-Saint-Denis à l'Assemblée nationale. Tous les soirs à 18h, on se retrouve nez à nez. C'est le cas de le dire. Alors, on a des masses, certes, mais nez à nez avec son voisin. Et on va m'expliquer que là, il n'y a pas de problème. On peut le faire parce qu'on va travailler, parce que le quoi qu'il en coûte, manifestement, c'est terminé. On va travailler. Mais par contre, ailleurs, il faut montrer patte blanche pour aller faire une activité sociale. Bon, chacun comprendra que ça ne va pas. Donc, pour arriver à diminuer la pression, il faut organiser une société en roulement pour faire en sorte, par exemple, que les gens n'aillent pas travailler à la même heure. Bon, en même temps, comme on pourrait réduire le temps de travail, ça pourrait, les deux pourraient être liés. Voilà. Mais ça, ce gouvernement n'a jamais envisagé de le faire. Je pense que c'est une erreur et une erreur qu'on continue à payer à chaque crise. Alors Éric Coquerel, on va se retrouver dans un petit instant. Oui. Mais d'abord, on va jouer, hein, Maxime. Et oui, tout à fait. On joue sur Sud Radio, c'est Noël ce soir ou demain, comme vous voulez. Et on a plein de choses à vous faire gagner. Hein. Alors attention, demain c'est le dernier jour, mais vous pouvez gagner des smartphones, une enceinte portable, du chocolat, du savon de Marseille. Après, vous avez quoi de vous faire plaisir pour Noël. Et pour jouer, vous le savez, c'est très simple. 0800 26 300 300. Et c'est le combienième appel, Arthur? Dites-moi un numéro. On va dire le 7e. Eh ben, le 7e appel sera l'heureux gagnant, l'heureuse gagnante. Appelez-nous donc au 0800 26 300 300. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Midi 27 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis. On continue évidemment de parler de la crise sanitaire et de la campagne aussi, pourquoi pas. Ah oui, la campagne présidentielle, si vous le voulez bien, Éric Coquerel. Les différentes enquêtes n'accordent pas plus de 25% d'intention de vote à la gauche. C'est votre candidat Jean-Luc Mélenchon qui s'en sort le mieux, entre 8 et 13% dans ce contexte. Pourquoi rejeter en bloc l'idée d'une primaire populaire ? On se dit que finalement ça pourrait être l'occasion pour Jean-Luc Mélenchon de l'emporter et de rassembler toute la gauche derrière lui. Alors déjà, il faut réactualiser vos fiches parce que je vois plus de 8%. Même les sondages qui nous mettaient à 8% il y a quelques temps sont au-dessus de 10 maintenant. Voilà, on est entre 11 et 13 et donc pas si loin que ça du deuxième tour. Moi, je continue à considérer que les sondages en plus
traduisent imparfaitement la réalité, notamment dans les classes populaires. Pourquoi ? Tout simplement pour 2 raisons. On nous propose une primaire. En gros, on nous dit, voilà, il n'y a pas de problème, vous mettez des candidats, quel que soit leur programme, et puis les autres candidats vont se ranger derrière le candidat qui gagne. Ça marche pas. Ça marche dans les illuminations de certaines personnes, mais ça marche pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe ? On le sait. On a eu, par exemple, la primaire, même si elle était incomplète, mais dite de gauche, organisée par le Parti Socialiste en 2016. Oui. Benoît Hamon gagne. Qu'est-ce que font Manuel Valls et De Rugy tout de suite ? Ils vont rejoindre Macron. Et les autres se mettent sur le côté. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de faire campagne pour quelqu'un qui porte un programme dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Et donc, si on nous disait demain, faites la primaire, et que Madame Hidalgo se retrouve derrière nous, ou Madame Delga, par exemple, qui vient d'appeler à la primaire, alors même qu'elle estimait il y a quelque temps qu'on n'était pas encore républicain, je peux vous assurer que leur réflexe, ça ne sera pas de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Parce que derrière, c'est des programmes. Et que, en réalité, il y a quelque chose qui continue à traverser la gauche, qui est ceux qui s'accommodent, qui accompagnent le système, en réalité, qui essayent juste d'atténuer ses effets. Il y a vraiment autant de divergences ? Ah bah oui, autant de divergences. Moi, je regarde le programme, je regarde ce que fait, par exemple, et ce que dit Madame Hidalgo depuis pas mal de temps, et ce que nous disons, nous, et ce que nous faisons, nous, c'est toute la différence entre s'accommoder le système, ce que j'appelle le capitalisme financiarisé, c'est-à-dire celui qui met la finance avant tout, avant toute autre préoccupation, et puis ceux qui, comme nous, entendons rompre sur la question du productivisme, de cette forme de capitalisme, etc. Donc voilà, et ça, j'allais dire que ça dure depuis longtemps. La seule différence, et pourquoi ils appellent à la primaire, c'est qu'avant, c'était nous qui étions derrière. C'était cette ligne. Aujourd'hui, depuis 2017, c'est nous qui sommes devant, en capacité de l'emporter. Et du coup, j'allais dire que ceux qui se retrouvent dans une situation compliquée, je pense à Mme Hidalgo, essayent de trouver une roue de secours, une voie d'issue. Voilà. Si elle veut une voie d'issue, si par exemple Mme Hidalgo pense vraiment que l'essentiel, c'est qu'il y a un candidat étiqueté à gauche qui a le 2e tour, eh bien, elle peut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, s'il y en a un qui est en capacité encore peut-être de le faire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et donc, si pour elle, il n'y a pas de problème de programme, je l'invite à nous rejoindre. Et vous le dites, on est devant depuis 2017. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de votre part de ne pas avoir su rassembler la gauche autour d'un programme commun ? Vous étiez les mieux placés pour le faire derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, on a fait un programme déjà, parce qu'au moins on sait derrière quoi on peut être. Et puis, on a lancé le Parlement de l'Union populaire, là récemment, au meeting de la Défense, avec une moitié de ce Parlement qui n'est pas composé de gens de France Insoumise. Des syndicalistes, des gens comme Aurélie Trouvé, ancienne présidente d'Attaque, des maires communistes. Bon, voilà. Donc, on essaye d'élargir et de faire l'unité autour du programme. Nous, on pense que c'est une meilleure manière qu'une unité par le haut qui était fictive et qui, en réalité, ne mènerait qu'à préparer la défaite. Moi, ce que je crois, c'est que tous ceux qui nous proposent aujourd'hui la primaire, qui sont entre 3 et 6% les sondages, en réalité, ils cherchent à gérer l'après-défaite. Nous, on cherche à organiser la victoire, encore, qu'on nous permette d'essayer de le faire. Monsieur Coquerel, nous avons une auditrice qui veut vous interpeller. Belinda, qui nous appelle des Alpes de Haute-Provence. Bonjour Belinda. Oui, bonjour. Bonjour à vous, on vous écoute. Alors, je ne sais pas si c'est dans le thème ou pas, mais moi, je voulais relever quelque chose d'assez terrible. C'est que j'ai des connaissances autour de moi qui ont eu des effets secondaires dus aux injections, de graves effets secondaires, et qui, quand ils vont voir leur médecin, les médecins leur disent je ne vous fais pas de contre-indication. Allô ? Oui. Alors, écoutez, voilà. Moi je suis pas Belinda, moi j'ai pas de répondre. La seule chose que je peux vous dire, moi je suis comme vous, hein. Moi j'écoute les médecins, etc. Moi j'ai pareil que vous, j'ai pas mal de gens qui ont eu des effets secondaires. Alors, c'est vrai que un vaccin en général fait des effets secondaires. Bon, moi je crois très franchement que mais je laisse chacun libre de ses appréciations, que c'est pas tant les effets secondaires qui sont problématiques vis-à-vis de la stratégie vaccinale telle qu'elle est adoptée, c'est, j'allais dire, de chercher à obliger les gens, parce que c'est ça le pass vaccinal, à se vacciner et de les contraindre d'une certaine manière, ce qui est contraire à ce que dit l'OMS et ce qui, à mon avis, ne va pas les convaincre plus de se vacciner. Bon, et quand on a des femmes qui ont la trentaine et qui ont leur menstruation complètement bouleversée, complètement chamboulée, et que quand elles vont voir leur médecin traitant, médecin de famille, enfin je sais pas, on a l'impression que les médecins ont comme une épée Damoclès sur la tête en fait.
Je veux dire, une femme qui a la trentaine et qui a plus ses règles, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, je sais pas. C'est pas normal, quoi. J'ai l'impression que ça rentre. Ce sont des situations médicales particulières sur lesquelles il est quand même compliqué de vous répondre. Peut-être Éric Coquerel, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Inciter les personnes les plus vulnérables à se vacciner? Moi, je pense qu'il faut essayer de continuer à convaincre. Et pour convaincre, il faudrait, par exemple, le brevet libre serait une bonne solution. Pourquoi? Parce que inévitablement, il y a des gens qui se disent derrière le vaccin, il y a les big pharma. Et c'est vrai qu'une société comme Pfizer va se faire beaucoup de bénéfices. Et donc, en réalité, on cherche à vacciner les gens pour faire des bénéfices. Bon, par exemple, si on faisait le brevet libre, j'allais dire, cet argument sauterait inévitablement. Bon, il faut essayer de répondre comme ça, voilà. Et puis aussi essayer de dire que, moi je le crois, le vaccin ne peut pas tout. Le vaccin, il peut atténuer les effets les plus graves, il peut en partie atténuer la transmission, c'est déjà bien, mais il faut absolument le compléter en termes de stratégie vaccinale et pas faire comme le gouvernement qui laisse penser que le tout vaccinal est la seule solution. Je ne crois pas. Il faut mettre le vaccin et d'autres stratégies à côté. Alors je voudrais quand même qu'on dise un mot sur le climat de cette campagne électorale. Il y a Marine Le Pen qui a été la cible de dégradation de partisans supposés d'Éric Zemmour dans la nuit de mercredi à jeudi. Des tags appelant à voter pour lui et des affichettes du candidat ont été retrouvées sur la façade du domicile donc de Marine Le Pen. Tout cela intervient après les violences lors du premier meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Ça vous surprend ce climat de violence autour d'Éric Zemmour? Alors j'étais pas au courant pour Mme Le Pen, moi j'en étais surtout resté aux menaces de mort subies par Raquel Garrido et Alexis Corbière, nos collègues élus, à la permanence dégradée d'Adrien Quatennens, au domicile dégradé de Sandrine Rousseau dans le Nord, oui. À des violences aussi dont on parle moins. Par exemple, il y a quelques jours, et malheureusement c'est fréquent, il y a une bande de nervis d'extrême droite dans le Vieux-Lyon qui a effectué un raid nocturne. Ils ont blessé 4 jeunes, dont un qui a 30 jours d'ITT. Et malheureusement c'est souvent. Donc on a un climat où d'un côté on a les paroles de haine, racistes, extrêmement violentes d'un Zemmour, mais pas que, mais d'un Zemmour. Et puis l'autre côté, à un moment donné, et ça c'est quand même le propre de monter de moi ce que j'hésite pas à appeler de fascisme. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a des intimidations violentes par rapport aux opposants qui sont pris par des personnalités ou des groupes. Voilà, je trouve que tout ça a une cohérence. On a connu ça dans le passé et je crois que le gouvernement devrait réagir beaucoup plus rapidement par rapport à ça. Est-ce que vous craignez que les opérations de vote soient perturbées par la crise du Covid? A priori, le président de la République a déclaré en Conseil des ministres que les dates ne changeraient pas. Vous êtes rassuré? Je suis moyennement rassuré, déjà parce que il lui arrive de changer d'avis comme de chemise. Donc je suis moyennement rassuré. Et surtout, ce qui m'inquiéterait, c'est pas seulement qu'on change de date, mais que par exemple, au bout d'un moment, on aille sur le vote par correspondance, ou alors on décide de diminuer les possibilités de réunions publiques, de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, on atténue le caractère démocratique de la campagne. Voilà, ça reste une inquiétude pour moi. Alors on file au standard puisqu'il y a Richard qui nous appelle de Toulouse et il veut vous poser une question, Monsieur Coquerel. Bonjour Richard. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Monsieur Coquerel, je pense que vous parliez des violences et c'est vrai qu'on est en train de stigmatiser, de remonter les gens les uns contre les autres. En fait, on divise beaucoup. Je voulais savoir si, à votre avis, sur le raisonnement suivant, moi je pense qu'on ne fait pas société en harcelant les personnes. Aujourd'hui, il y a une volonté féroce de vacciner les gens et on utilise le pass à ses fins et des mesures de rétorsion qui sont vraiment du harcèlement. Et moi je travaille dans l'industrie, je me dis que dans l'industrie on a besoin de responsabiliser les gens, de leur permettre de gérer eux-mêmes leurs risques aussi, d'être des parties prenantes de ce qui est mis en place. Et en fait on recrée de la cohésion et on a besoin de cette cohésion dans l'industrie. On peut pas travailler efficacement sans cohésion. Voilà, je voulais savoir votre avis sur ça et comment on pourrait revenir à quelque chose d'un peu plus apaisé et comment y revenir.
Éric Coquerel. Je suis à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Voilà, je pense que le virus est une agression extérieure. Bon, et qu'à partir de là, dans ces cas-là, il faut chercher à être le plus uni possible, au moins de discrimination, de division. Bon. Et c'est pas ce que fait le gouvernement. Alors, il le fait en plus, je l'ai dit tout à l'heure, au nom avec des privations de liberté dont chacun devrait comprendre qu'elles sont inquiétantes. Surtout que le pass vaccinal, à partir du moment où on pense qu'il y aura d'autres variants, on est en train de l'installer de manière si ce n'est permanent, en tout cas prolongé dans le temps. Bon. Donc on ne peut pas continuer comme ça à ce genre de société. Voilà, il faut donc trouver d'autres solutions, parce que sinon, il y a le virus est grave, hein, c'est pas la question, mais il ne faudrait pas que les conséquences du virus soient encore plus graves, et notamment nous fassent passer un état d'exception plutôt qu'un état de droit. Donc je suis tout à fait d'accord avec Richard. Il faut trouver les mesures qui convainquent les gens, et d'ailleurs, le paradoxe dans tout ça, c'est que les gens ont quand même été largement convaincus. Enfin, on a par tranche d'âge, on est arrivé à 75 à 95% de gens vaccinés. Oui. C'est quand même un résultat exceptionnel. Alors maintenant, on dit c'est pas suffisant, et c'est parce que quelques millions de personnes ne seraient pas vaccinées que tout irait mal. Mais c'est pas vrai. Il faut arrêter de dire ça. Moi, je souhaite que les gens, et notamment parmi ceux-ci, les gens qui sont à risque se vaccinent. Bon, voilà, c'est mon souhait. Je vais essayer d'argumenter, de convaincre. Mais qu'on ne pense pas. Moi, je crois que plus on va dans des mesures coercitives, plus malheureusement vous allez voir le nombre de gens qui ne veulent pas se faire vacciner augmenter. Voilà, inévitablement. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y aura la coercition, privation de liberté, de l'autre côté, l'épidémie qui continuera à venir. Donc les gens diront, bah, écoutez, regardez ce qui se passe, elle continue à monter. Donc tout ça me semble incohérent, et encore une fois, j'ai l'impression que c'est l'œuvre d'un gouvernement qui depuis le début prend des mesures qui ne sont pas suffisantes, ne sont pas adéquates, et qui connaît finalement qu'une touche et plus ou moins de liberté. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Alors sur le plan économique, vous venez de publier un livre, Lâchez-nous la dette, aux éditions de l'Atelier. Une dette qui s'est creusée évidemment sous l'effet de cette crise sanitaire, sous des proportions considérables. Et pour vous, finalement, ce n'est pas un problème, car on peut l'annuler, cette dette Covid. Ah, la dette Covid, c'est assez facile, oui. Il suffit de l'annuler. Pourquoi ? C'est quoi la dette Covid, pour qu'on comprenne bien, vos auditeurs ? C'est une dette qui a été créée exceptionnellement pendant la crise, qui va peut-être d'ailleurs continuer à s'amplifier, parce que je pense qu'il va falloir à nouveau des aides aux entreprises, et deuxièmement, qui répond surtout à un mécanisme totalement différent des autres dettes. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'a dit le chef de l'État le jour, on n'a pas de créancier. Ce n'est pas une dette qui est sur les marchés, c'est une dette qui a été achetée directement par la Banque Centrale Européenne, et donc par la Banque de France, parce que la Banque de France est la partie française de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est nous-mêmes qui possédons cette dette. On peut donc, à partir de là, décider par un jeu monétaire de ne pas la rembourser, de dire, au lieu de la traîner pendant des années, de baisser les dépenses publiques, les dépenses d'hôpitaux, les moyens de l'État, comme on nous propose de le faire, eh bien, on annule, ça va créer un petit peu d'inflation, mais franchement, ça sera largement préférable à des mesures de baisse des dépenses publiques. Donc voilà ce que je dis, c'est tout à fait faisable. Je rappelle que ça a été fait dans l'histoire d'annuler des dettes, c'est arrivé, et cette dette Covid, on peut le faire. Et puis au-delà de là, dans le livre, j'interroge sur le problème de la dette actuelle, c'est comme l'économie, c'est que la dette actuelle, elle est financiarisée. C'est-à-dire que depuis les années 80, elle est soumise aux règles du marché, aux lois du marché, aux lois de la finance. Donc il faudrait, et on a réussi à le faire pour la dette Covid, la rapatrier quelque part, faire en sorte qu'elle nous appartienne, et qu'à partir de là, les États, via leur banque centrale, décident comment elle la gère. Je pense que ça serait largement préférable. Alors pour ceux que ça intéresse, Lâchez-nous la dette, aux éditions de l'Atelier. Merci infiniment Éric Coquerel d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Éric Coquerel. Et nous avons un gagnant pour notre jeu de Noël. Et oui, nous avons un Éric d'ailleurs, il me semble. Bonjour Éric. Oui, bonjour. Eh bien écoutez, félicitations Éric, vous avez gagné. On va découvrir tout de suite ce que vous avez gagné. Joyeux Noël. Voici votre cadeau Sud Radio. Eh bien mon cher Eric, vous avez gagné un coffret Nymphéa de Nougalet, une boîte de 235 grammes de chocolat. Nougalet qui est chocolatier confiseur depuis 1951. Du chocolat pour Noël. Merci Sud Radio. Exactement. Joyeuses fêtes à tous. Eh bien bonne fête à vous mon cher Eric. Noël. Et puis restez fidèles à Sud Radio évidemment. Nous, mon cher Arthur, on se retrouve avec Xavier de Namur. Vous le connaissez sûrement, il est parfois dans les vraies voix sur Sud Radio. Il est restaurateur à Paris et dans le Sud-Ouest. Et il a beaucoup de choses à nous dire sur le pass vaccinal, les contrôles des restaurateurs. À tout de suite.